Et si les plus grandes batailles, eh bien, elles ne se livraient pas avec des armes, mais avec des mots. Ça, c'est vraiment le cœur de la pensée de Malek Bennabi. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble, ce concept fascinant de la lutte idéologique. Une guerre, oui, mais une guerre invisible, qui se joue juste là, dans nos esprits. Cette question, elle est fondamentale, vraiment. C'est la question qui a obsédé le penseur Malek Bennabi pendant toute sa vie. Comment est-ce qu'une force peut en dominer une autre? Mais attention, pas par la violence, non, en façonnant, tout doucement, subtilement, sa façon de penser. C'est un vrai puzzle et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors, la réponse de Bennabi, elle est radicale. Pour lui, c'est simple. La vraie domination, on ne la trouve pas sur un champ de bataille. Non, on la trouve dans l'esprit. Le pouvoir ultime, le vrai de vrai, c'est cette capacité à mener une guerre silencieuse, au cœur même de la conscience d'une société. Bon, mais alors, qui était cet homme? Qui était celui qui a consacré toute sa vie à cette idée? Allez, faisons connaissance avec notre guide pour ce voyage un peu particulier, Malek Bennabi. Le voici, Malek Bennabi, et là, son œuvre phare, la lutte idéologique. C'est un intellectuel algérien du XXe siècle qui a dédié tout son travail à une question. Mais alors, une question cruciale. Pourquoi est-ce que certaines civilisations réussissent, s'épanouissent, alors que d'autres, eh bien, elles déclinent, elles entrent en décadence? Cette expression, cavalier solitaire, elle lui colle à la peau. Ça capture parfaitement qui il était. Faut bien comprendre, Bennabi n'appartenait à aucun clan, à aucun des grands courants de pensée de son époque. Et ça, cette indépendance, ça lui a donné une perspective totalement unique, c'est sûr. Mais ça l'a aussi condamné à un isolement assez profond. Son obsession, c'était vraiment de prouver une chose, une seule. C'est que, avant l'économie, avant la politique, avant tout le reste, ce sont les idées, en majuscules, qui forgent le destin d'une civilisation. C'est tout. Pour lui, c'était ça la clé. La clé pour comprendre l'essor des sociétés, oui, mais aussi, et c'est crucial, le drame des peuples qui se retrouvent sous domination coloniale. Ok, alors, quelles sont les armes de cette guerre de l'esprit? C'est une bonne question. Allons voir d'un peu plus près les concepts clés que Bennabi a développés, ces outils en quelque sorte, pour analyser cette fameuse lutte invisible. Alors là, attention, Bennabi fait une distinction qui est absolument cruciale. D'un côté, il y a ce qu'il appelle l'idée exprimée. Imaginez une graine de pissenlit, super fragile. On fait taire la personne qui porte cette idée et hop, l'idée peut disparaître avec elle. Mais de l'autre côté, il y a l'idée imprimée. Et ça, c'est autre chose. C'est une idée qui a pris racine, qui est entrée dans la culture. Et là, elle devient une force quasi indestructible. Et le colonialisme a très bien compris cette différence. Et ça nous amène directement à son concept le plus, disons, controversé, mais peut-être aussi le plus important. Il s'agit de la colonisabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Bennabi, une société n'est pas juste une victime passive, non. Il dit qu'elle doit d'abord avoir des faiblesses à l'intérieur, une sorte de prédisposition psychologique et sociale à être dominée. Il parle même d'une coalition sinistre. Et cette image, elle illustre parfaitement sa pensée. Ce n'est pas juste l'histoire d'un oppresseur et d'une victime. Non, c'est bien plus complexe. C'est une synergie terrible où la force qui vient de l'extérieur exploite, et de manière très active, les failles qui existent déjà à l'intérieur de la société dominée. D'accord, mais concrètement, comment ça marche? Comment ces concepts s'appliquent sur le terrain? Allez, on va ouvrir ensemble le manuel caché des tactiques idéologiques du colonialisme. Ici, Bennabi oppose deux types de politiques. D'un côté, la politique scientifique. Celle-là, elle est basée sur la raison, la conscience. De l'autre, la politique émotionnelle. Et celle-ci, le colonialisme a tout intérêt à la nourrir. Pourquoi? Parce qu'elle ne parle pas au cerveau, elle parle aux tripes, à l'instinct. Bennabi utilise une image assez choc. Il dit qu'elle s'adresse à un appareil digestif collectif et qui est du coup super facile à manipuler. Donc une tactique clé, c'est la diversion. Le pouvoir colonial agit exactement comme un metteur en scène. Il fait en sorte que tous les projecteurs soient braqués sur des petites querelles, des slogans qui sonnent creux, bref, des distractions. Et pendant que tout le monde regarde ça, la vraie bataille, celle qui compte vraiment, la bataille des idées, eh bien elle se déroule dans le noir, complètement dans l'ombre. Et pour illustrer ça, il utilise une métaphore qui est juste incroyablement puissante. Le peuple, c'est le taureau. Il est plein de force, plein de fureur. Mais le colonialisme, lui, c'est le taureau-héros. Un taureau-héros très habile. Il ne se met jamais en face, non. Il agite une distraction, cette fameuse étoffe rouge. Et le taureau, le peuple, il fonce, il attaque le tissu. Il épuise toute son énergie à attaquer ce leurre. Pendant ce temps, le vrai manipulateur, le taureau-héros, reste parfaitement indemne. Mais attention, cette lutte idéologique, pour Bennabi,
Ce n'était pas juste une théorie abstraite, pas du tout. Il l'a vécu dans sa propre chair. On va voir maintenant comment lui-même est devenu une cible parfaite dans cette guerre invisible. Et là, on a peut-être la preuve la plus frappante de sa théorie. Quand son livre majeur est sorti, les attaques les plus dures ne sont pas venues du pouvoir colonial, non. Elles sont venues de ses propres alliés théoriques. C'est fou, non? Les nationalistes, les religieux, les communistes, ils se sont tous, absolument tous, ligués contre lui. Et en faisant ça, consciemment ou pas, il jouait parfaitement le jeu du pouvoir en place. Et il s'est retrouvé exactement là, dans la peau de ce combattant solitaire. En essayant d'élever le débat, de le sortir des petites querelles, il s'est retrouvé pris sous les tirs croisés de tout le monde, de tous les camps. C'est ça le paradoxe tragique de celui qui se bat vraiment sur le front des idées. L'objectif derrière tout ça, il est profondément psychologique. Le but, ce n'est pas juste de réfuter une idée. Non, le but, c'est de briser le moral du penseur. C'est de l'isoler, de le décourager complètement et au final, de lui faire croire que son combat est vain, que sa cause est une peine perdue, qu'elle ne rime absolument à rien. Donc au final, si on devait résumer toute la pensée de Benabi en une seule grande idée, ce serait ça. L'idée, c'est le facteur suprême. L'économie, la politique, le destin entier d'une société, tout ça, ça découle directement de la qualité, de la vitalité de ce qui se passe dans la conscience collective. C'est ce qu'il écrit lui-même, noir sur blanc. L'avenir va se décider sur ce front-là. La vraie victoire, la victoire finale, elle ne sera pas militaire, elle ne sera pas économique, elle sera idéologique. Point. Elle appartiendra à ceux qui auront les idées les plus claires, les plus fortes et les plus efficaces. Et tout ça, ça nous laisse avec une question essentielle pour notre époque, non? Quand on regarde aujourd'hui les débats sur les réseaux sociaux, les polémiques dans les médias, la vraie question à se poser, c'est qui est le torero et qui est le taureau? Quelle est cette fameuse étoffe rouge qu'on agite en permanence devant nos yeux? Et surtout, quelle est la véritable bataille qui se joue dans l'ombre? Une réflexion qui mérite d'être méditée.